Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 124. Alors, bien entendu, étant donné que la pagination d'Antonio Gramsci sur le fond de drapeau français, qui est le nôtre, cela présuppose que je reste toujours, en tout cas dans le même sujet d'une analyse gramscienne. Alors, effectivement, je vais traiter dans cette chronique, premièrement, des mutations économiques, et surtout de la trahison depuis à peu près une trentaine d'années de la gauche et qui aujourd'hui ne représente absolument rien. Soyons honnêtes, il faut considérer que tout d'abord les mutations économiques des 30 dernières années ont produit leurs effets premièrement sur les gauches européennes et le mouvement socialiste, je dirais au sens large du mot, c'est-à-dire que tout autant sur les mouvements communistes, qui finalement au fond aujourd'hui n'ont plus rien à apporter, puisqu'ils se sont complètement, je dirais, désolidarisés, séparés, sectionnés, le terme serait peut-être plus adapté, des classes populaires, et que si on remonte depuis les différentes scissions, à partir des années 20, sans doute importe-t-il de revenir sur plus d'un siècle de socialisme pour comprendre les enjeux du présent. Alors, pour ma part, il y a eu pas mal de phases de trahison, et surtout ces 30 dernières années. Alors, est-ce que pour autant, ou pour cela encore, faudrait-il que les appareils partisans s'appuient sur le travail des intellectuels? Car aujourd'hui, cette révolte spontanée, sorélienne des Gilets jaunes, nous interroge, nous questionne, et finalement, au fond, bien avisé celui qui pourrait prétendre à lire dans le mar de café ou à connaître la suite des événements, mais nous pouvons constater qu'effectivement, tout comme cet engouement, cette révolte, tout comme le Parti socialiste, ne s'appuie plus depuis fort longtemps sur des travaux d'intellectuels. Ils ne sont qu'en finalité des gestionnaires au service du système. Alors, quand je dis ce défaut indique fatalement la difficulté majeure des partis politiques à exercer les fonctions que Gramsci leur assignait jadis. Précisément une fonction de direction politique et technique donnant à voir en même temps que la transformation de l'appareil productif dans laquelle les groupes sociaux sont impliqués, et bien entendu le rôle qu'ils y tiennent, et donc la conscience qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Alors, parler de conscience aujourd'hui dans les partis classiques, c'est une blague. Alors, ces liens entre je dirais, partis ou les partis de gauche et les intellectuels se sont distendus, voire rompus, voire sectionnés, comme je l'ai précisé un peu plus haut. Et parfois même, certains intellectuels ont pu avoir l'impression que la droite savait davantage capter les idées nouvelles que la gauche. La capacité, par exemple, de celle-ci à dominer culturellement a été quasiment anéantie, je veux dire, elle a été brisée. L'absence de culture de gauche, au sens d'un bagage d'analyse, d'idées, de conceptions et de vues à projeter, est devenue béante et pose des problèmes quant à la survie de cette même gauche qui aujourd'hui, de toute manière, s'est drapée dans le parisianisme, pour ce qu'il en est de la France, et dans ce qu'on appelle, je dirais, le freudro-trotskisme. Oui, je sais, je n'emploie pas le mot freudo-marxisme.
mais plutôt freudo-trotskisme. Je pense que le terme lui convient mieux. Alors, quand je dis 30 ans, bien entendu, je remonte à l'époque que certains appelleraient les 30 glorieuses ou les 30 honteuses. La crise du début des années 70, souvenez-vous, a correspondu à la fin d'un âge d'or du capitalisme. À la fin, finalement, du triomphe d'un capitalisme régulé ou de ce que les Allemands pouvaient appeler à l'époque l'économie sociale de marché. Et cette crise a donné lieu à une nouvelle guerre de position au sens gramscien. Et je dis bien au sens gramscien du terme, opposant bien entendu les différents protagonistes du combat politique sur la question de la place que devait prendre effectivement tout d'abord l'État dans la réorganisation du capitalisme et ensuite la place du peuple. Alors si l'on conçoit le socialisme comme la construction d'un système rendant, je dirais, l'égalité réelle, quand je dis égalité réelle, soyons honnêtes, je ne parle pas d'égalité des naissances, c'est l'égalité des chances dans l'intelligence, au sens platonicien, bien entendu. Alors, quand le libéralisme viserait à bâtir une société fondée sur une égalité devant la loi, on comprend pourquoi la crise et le chômage allaient loin de la favoriser, au contraire éloigner nos sociétés de l'hypothèse socialiste. Pourtant, dans les années 80, souvenez-vous, le socialisme domine la vie publique. Alors bien entendu, cela a duré 2 ans, et plus précisément la vie politique européenne. En France, en Italie, en Autriche, mais aussi dans une Europe du Sud débarrassée des régimes autoritaires tels que la Grèce des colonels, l'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar. Mais la gauche ne parvient pas à penser l'évolution. Finalement, au fond, elle commet exactement la même erreur que ces caciques du pouvoir de la fin de l'Union soviétique. N'étant plus capables d'écouter leurs intellectuels, d'avoir des nouvelles idées, d'innover, de se réactualiser, et finalement, au fond, cela a eu pour conséquence de disparaître. Bien entendu, quand on parle d'évolution de la société, notamment la question de l'identité, beaucoup plus complexe que celle de la classe sociale, car elle s'articule aussi avec la classe sociale, et c'est une erreur que beaucoup de gens de gauche ont commise, erreur qui leur a été fatale. Et donc, l'arrivée croissante des femmes dans le monde du travail a basculé, je dirais, la conception traditionnelle, qui se fait à gauche, de la classe ouvrière, de manière générale. Elle brouille l'imaginaire d'un monde ouvrier masculin et les caractéristiques, ce que j'appelle du travail féminin, importance du temps partiel, inégalité salariale, non-parité avec les hommes, introduisent de nouveaux facteurs dans l'équation posée par le système capitaliste. De nouvelles, bien entendu, problématiques font jour et qui sont liées généralement à l'égalité entre les sexes. Et de nouveaux mouvements sociaux font leur apparition, et c'est aussi dans les années 80 que les mouvements écologistes prennent leur essor. Bien entendu, tout cela, bien entendu, concourt à faire concurrence avec leur entrée au Parlement européen en 84 à la gauche et la fin des 30 glorieuses menace ainsi l'identité de la gauche. Alors, pour bien comprendre cet événement-là, je pense qu'il est très important de situer un petit peu, d'une façon réelle et sérieuse, les différents pays qui ont subi effectivement cette évolution ou ce qu'on pourrait qualifier, soyons honnêtes, de digression ou de régression selon le terme le plus approprié, mais je parlerai plutôt de régression bien entendu à tous les niveaux, tant au niveau intellectuel qu'au niveau de conscience de classe, car la conscience de classe n'est pas une chose à négliger, puisque aujourd'hui, nous pouvons constater avec effectivement les gilets jaunes que cette conscience de classe, pardon, je me déplace, que cette conscience de classe est aussi importante, puisque, en l'occurrence, c'est la classe moyenne qui aujourd'hui est en train de payer un lourd tribut. Alors je vais commencer par l'exemple italien. Alors l'exemple italien est de, je dirais, ce point de vue,
Je dirais pas problématique, mais il est vraiment édifiant. Je pense que c'est l'exemple qu'il faut citer je dirais précisément. Alors, en moins de décennies, hein, le communisme, dont les prestiges politiques et culturels étaient immenses, et loin s'en faut, s'est totalement effondré dans la péninsule au profit du berlusconisme. Alors, qu'est-ce que le berlusconisme? Est-ce que le berlusconisme est au sarkozysme ce que Sarkozy est peut-être à Vladimir Poutine? Non, ce serait lui faire offense. Par contre, le basculement du Parti communiste italien vers le PDS, qu'on peut communément appeler le Parti démocratique de la gauche, donc encore une réforme. Alors ce que certains appellent une réforme, moi j'appelle ça une trahison. Et je pourrais m'expliquer là-dessus. Dans mes audios précédentes, j'ai bien expliqué quelles étaient les trahisons successives et perpétuelles de la fainéantise, je dirais, systémique de ces élites qui, à l'origine, avaient prétention de se faire élire par la voie représentant les classes populaires et qui, en finalité, sont aujourd'hui ce que j'appelle le lumpen jet set ou le lumpen des, je dirais, d'une certaine jeunesse dorée ou des enfants terribles de mai 68 qui, aujourd'hui, sont aux affaires. Alors revenons à l'Italie. Effectivement, quand je parle de parti démocrate de la gauche, c'est-à-dire cette fameuse réforme, qui n'est pas l'œuvre d'une évolution subite et radicale ou une volonté réfléchie, ben, finalement, il a été facilité par ce que l'on appelle le togliatisme, dont Gramsci était plus, je dirais, une figure tutélaire que le maître à penser. Alors il faut rappeler en effet que Gramsci n'a eu qu'un rôle politique limité avant son emprisonnement. Et effectivement, la plupart de ses écrits ont été effectués à sa réflexion en prison. Donc, bien entendu, tout cela concourt essentiellement dans ses analyses et dans son œuvre politique, comme je viens de le préciser, des écrits à l'intérieur d'une cellule. Alors, bien entendu, tous ces cahiers de prison, un peu comme les œuvres de Marx, qui aujourd'hui sont encore à la traduction, n'a été diffusé massivement dans le parti que relativement tard. Alors que le Parti communiste italien avait trouvé sa stratégie et son identité dans le togliatisme, qui rappelle, je dirais, finalement au fond, euh, je dirais, une certaine notion des heurts et des malheurs de la gauche italienne depuis, et ça en étudiant un petit peu l'histoire du communisme italien, on comprend que finalement, au fond, cela a eu des conséquences à partir des années 80 et 90, et que si je dirais, se saisit de toute l'histoire originale du gramscisme et du togliatisme, tout d'abord, il est important, et ça c'est une chose fondamentale, de rappeler que le Parti communiste italien eut pour fondateur, je dirais, Amedeo Bordiga, et non Gramsci, et qu'il est issu en 1921, je dirais, d'une scission de l'aile gauche du Parti socialiste, lequel avait été à sa tête Giacinto Menotti Serrati, homme aux sympathies bolcheviques avérées, et comptait bien entendu en son sein un fort courant réformiste mené par Filippo Turati. Bon, alors, bien qu'enclin à suivre Lénine, parce que c'est important aussi, parce que ce sont souvent les individus qui martèlent le ton dans ce qu'on peut appeler la modification ou l'évolution. Alors, est-ce que c'est muet par une réflexion du commun, ou est-ce que c'est muet par des intérêts personnels? Intérêt qui peut être lié à une classe, quand beaucoup de marxistes ou de socialistes émanent de classes bourgeoises, ou est-ce que finalement euh, ces, ces conceptions sont muées d'un esprit désintéressé? Alors, pour revenir à Turati, qui pour lui, Lénine fut la référence, Serrati refusa dans un premier temps d'adhérer aux 20, je dirais 21 conditions du Comintern et d'exclure du Parti socialiste italien les réformistes de Turati, ce qu'il fit bien entendu en octobre 1922, et dont Antonio Gramsci et Palmiro Togliatti, ainsi que Umberto Terracini et Angelo Tasca,
faisait alors partie d'un groupe plutôt marginal, d'un parti socialiste italien, l'Ordinovo. Serrati, majoritaire au sein du Parti socialiste italien, put rejoindre le Parti communiste italien de Bordiga, mais fut très vite confronté à une certaine forme de sectarisme de ce dernier. Alors, ma foi, peu à peu, Bordiga et Lénine entrèrent en conflit, et c'est alors que Gramsci et son groupe parvinrent à prendre le contrôle du parti, après que Moscou eut démis Bordiga, et ce n'est qu'après que Gramsci, revenu de Moscou, eut convaincu, je dirais, ses camarades de s'aligner sur la ligne du Comintern, qu'il cessa d'être marginal, et pris, je dirais même, à la tête du Parti communiste, d'une façon définitive. Mais il faut quand même préciser que son influence sur le parti resta assez faible. Pour des raisons aisément explicables, dès 1927, il était condamné et incarcéré par le régime fasciste de Benito Mussolini, et l'intellectuel laissa, je dirais, la place à une figure mythifiée qui n'a eu que peu à voir avec la réalité. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits d'imaginaire. Alors l'interprétation officielle de l'idéologie communiste italienne, suivant laquelle Gramsci a été et reste le maître à penser du Parti communiste italien, son fondateur véritable, ne résiste pas à l'épreuve des faits. Et ça, c'est une réalité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, même si Gramsci reste ce que j'appelle la pièce maîtresse en tant que symbole, le Parti communiste avait adopté une autre attitude. Vous savez, je vais vous expliquer rapidement pour que vous compreniez assez bien. Dans l'histoire, je vais citer deux phénomènes pour que vous puissiez saisir. Le fascisme espagnol est établi par José Antonio Primo de Rivera. Il écrit d'une façon définitive les principes même de la réponse de l'Espagne. Il cède de deux intellectuels, Onanismo Redondo et Ledesma Ramos, et constitue la Phalange. Ensuite, il est emprisonné par les Républicains. Franco prend le pouvoir. Je vais très très vite pour que vous puissiez comprendre. Il avait été question d'échanger des prisonniers républicains contre José Antonio Primo de Rivera. Franco, aujourd'hui, avec l'ouverture des archives de la CEDAD, on sait qu'il l'a laissé mourir volontairement. Franco trouvait que Primo de Rivera mort était plus utile en symbole pour pouvoir récupérer son image afin de justifier son autorité. Nous avons eu exactement la même chose avec Mobutu vis-à-vis de Patrice Lumumba, ayant, je dirais, été complice de son décès, ensuite a récupéré l'image pour mieux asseoir son pouvoir. Nous avons exactement aussi dans la même trame, alors avec un bémol, du pouvoir de Fidel Castro vis-à-vis de Guevara. Bon, et cela, je pourrais parler comme ça, sans s'étendre, vous savez, cette fameuse phrase connue qui dit que la guerre est faite par des gens, est décidée par des gens, et je dirais faite par des gens au nom d'individus qui mangent entre eux et qui finalement se connaissent, à contrario d'individus qui se font la guerre et qui ne se connaissent pas. Bon, toujours est-il, les révolutions, généralement, il est assez rare qu'elles ne soient pas récupérées. Revenons un petit peu pour qu'on puisse comprendre à cette mystification sur, effectivement, les fameux cahiers de prison d'Antonio Gramsci, et que, bien entendu, l'histoire est toujours plus compliquée qu'il n'y paraît, et finalement, elle témoigne de l'effort, je dirais, continu du mouvement communiste international de réécrire sa propre histoire. Alors, nous en arrivons car, il faut le préciser, c'est en 1926, survint une querelle entre le Parti communiste italien dirigé par Gramsci et le PCUS, donc le fameux Parti communiste d'Union soviétique, et ce conflit naît de l'analyse que Gramsci fait de la situation en Union soviétique. Lénine étant décédé depuis à peu près 2 ans, mais la guerre de sécession fait rage, et qui a débuté, je dirais, même dès 1922. Alors depuis 1925, Trotsky n'est plus au gouvernement. Pour Gramsci, les méthodes employées par Staline contre celui-ci, mais aussi contre Kamenev et Zinoviev, ne sont pas admissibles. Menace finalement l'aura dont jouit le groupe dirigeant bolchevique auprès des autres partis communistes dans le monde entier.
Alors Togliatti adhère quant à lui totalement à la ligne de Staline et refuse qu'une critique de la situation en Russie puisse voir le jour. Alors, à l'occasion de sa critique, on doit bien constater que Gramsci pense à la révolution socialiste en Europe occidentale, indépendamment bien entendu du destin du communisme en Russie. Alors, pour finalement, au fond, son alter ego, c'est inadmissible selon Togliatti, et qui n'hésite pas à caviarder les cahiers de prison pour en donner une version expurgée destinée à former les élites nouvelles issues de la, je dirais, de la résistance au fascisme et à contrer l'influence de la bourgeoisie laïque éclairée, et non à ouvrir la réflexion des années durant. Togliatti et la direction du Parti communiste vont, en toute réalité, tout faire pour limiter les interprétations de la pensée de Gramsci. Alors, intervient également un individu connu qui s'appelle Enrico Berlinguer, qui tentera en vain de s'appuyer sur elle pour justifier la politique de compromis historique. Cette politique est alors théorisée, je dirais, en réaction au destin de l'unité populaire au Chili. Donc vous voyez que les mouvements de compromis historiques sont extrêmement complexes. Et c'est une des raisons pourquoi, aujourd'hui, je peux comprendre qu'une partie de la population a une très très grande méfiance à l'égard des appareils politiques et de certains, je dirais, leaders. Ceci étant, il faudrait préciser aussi que quand un mouvement n'est pas organisé, qu'un mouvement n'a pas d'idée précise, soit il finit dans la violence et il est récupéré, et automatiquement discrédité aux yeux de la liesse populaire, et en finalité, c'est la grande crainte qui peut arriver aux gilets jaunes. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai pris l'exemple italien, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment l'exemple le plus précis, puisque le Parti communiste italien était le premier parti, entre guillemets, à prendre son indépendance de Moscou, pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, bien entendu, tout cela a eu des conséquences sur les territoires perdus de la gauche, et plus particulièrement son électorat populaire et l'électorat de la classe ouvrière, qui, on le voit bien à partir des années 80, commence avec la trahison de Mitterrand, préférant faire de l'Europe plutôt que faire du social, en rentrant dans une phase d'austérité, en organisant un nouveau gouvernement. Et la deuxième phase définitive, c'est l'effondrement du mur de Berlin, en 1989. Beaucoup de communistes se sont sentis orphelins, et se sentant perdus, voyant une gauche complètement réadaptée au système libéral, c'est cette classe ouvrière, se sentant lâchée, perdue, où la gauche ne fit plus que de l'antiracisme ou je dirais du freudo-trotskisme, n'a pas eu d'autre choix que pour essayer de saisir leurs intérêts, d'aller au Front National. Vous savez, Mussolini lui-même était un pur produit du socialisme et a, je dirais, réinterprété la conception de la nation. Et c'est une des raisons pourquoi, effectivement, certains mouvements communistes, il faut le reconnaître, n'ont pas su, tous ne l'ont pas fait bien entendu. Je prends l'exemple de la République démocratique allemande, même jusqu'au moment de la fin de Necker et l'arrivée d'Ergon Krenz, la République démocratique allemande avait un fond très prussien, c'est-à-dire un fond euh, pas nationaliste, mais très patriotique. Et généralement, ce sont ces régions-là qui ont su être des fleurons, en tout cas mieux vivre, en prenant en compte la conscience populaire nationale, que les partis qui finalement, au fond, avaient une certaine méfiance à l'égard de la patrie. Voilà, je vais arrêter là, je ferai une analyse plus tard sur le césarisme, sur le verbalisme et l'impuissance, car c'est au fond aujourd'hui ce qui peut incarner dans le phénomène Macron, puisque Macron est à la fois un produit de gauche, mais en même temps exécutant une politique de droite. Donc c'est assez compliqué, mais euh, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette analyse que j'ai pu faire, et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.